Bonjour Hamid Belfdel. Bonjour Madame Sibti. Je vous remercie d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation et pour cette excellente initiative de pouvoir mesurer les aspects, je dirais, qualitatifs de cette situation un peu particulière. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par dérouler votre parcours. Je vais essayer d'être exhaustive, particulièrement pour montrer les différents angles de vue que vous pourrez nous offrir dans cet échange. Donc, après votre diplomation à l'École centrale de Paris en 1990 en tant qu'ingénieur, vous faites un début de carrière en France dans l'informatique. Votre regard toujours tourné vers le Maroc vous permet de revenir comme vous l'avez toujours souhaité pour démarrer votre carrière en tant que directeur développement dans une compagnie d'assurance où vous avez pu développer de façon intensive son réseau d'agents généraux. Le choix de cette première opportunité s'explique en grande partie par votre volonté d'entreprendre et de ne pas vous habituer au confort du salariat dans les grands groupes. Ce que vous faites en 1996 en créant Polyfinance, que vous avez dirigé jusqu'à sa cession au groupe Mondiapolis en 2002. Entre-temps, vous avez créé avec d'autres le Centre des jeunes dirigeants du Maroc, dont vous êtes un des past présidents nationaux. Le virus de l'entrepreneuriat étant toujours présent, vous créez plusieurs sociétés dont certaines échouent et d'autres continuent à ce jour avec en particulier Al Khibra Assurance, société de conseil de placement en assurance et réassurance. En 2005, un grand virage dans votre carrière, Sa Majesté le Roi vous nomme directeur général du Centre régional d'investissement du Grand Casablanca, que vous quittez en 2014 quand vous avez été nommé directeur général de l'Agence marocaine du développement des investissements. Entre-temps, en 2010, vous êtes élu en tant que président de la Fondation marocaine de l'étudiant. Vous étiez déjà engagé depuis plusieurs années. En 2016, vous êtes nommé directeur général de l'Agence régionale d'exécution des projets de la région Casablanca-Stade que vous avez créée from scratch à partir d'une feuille blanche et vous y avez piloté l'élaboration du programme du développement régional 2016-2030. Les sirènes du privé vous rappellent en 2018 et vous rejoignez le conseil d'administration de Delta Drone Africa en tant que président. En janvier 2020, vous êtes élu en tant que vice-président général de la Fédération Commerce et Services de la CGEM au titre de vos activités dans Al Khibra Assurance. Vous êtes depuis sa création membre du réseau des Business Angels, Angels for Africa. Donc votre parcours, comme on peut le constater, combine le salariat dans le privé, l'entrepreneuriat et la haute fonction publique avec un engagement associatif présent tout au long de votre parcours. C'est donc en tant que social entrepreneur, business angel et dirigeant que j'ai le plaisir de vous interroger aujourd'hui. Merci. Alors, tout d'abord, Hamid Belfdel, comment avez-vous vécu les tout premiers jours suite à l'annonce officielle du confinement et en particulier à l'annonce le 20 mars dernier? En fait, comme on avait déjà eu quelques informations qui commençaient à circuler sur la propagation du virus, nous avions pris un certain nombre de décisions, aussi bien au niveau de la Fondation marocaine de l'étudiant que de Delta Drone, que de Al Khibra Assurance, qui préservaient la ressource humaine. Donc, pour la Fondation marocaine de l'étudiant, télétravail pour tout le monde, bien avant la décision du confinement, avant l'état d'urgence sanitaire. Pour Al Khibra Assurance, on a commencé également une partie du télétravail, et une partie des équipes s'alternaient également avant même l'état d'urgence sanitaire. Et effectivement, avec l'état d'urgence sanitaire, on s'est inscrit complètement dans ce qui a été mis en place parce que nous sommes obligés de rester ouverts en tant que société de conseil et de placement de contrats d'assurance. Pour la partie drone, malheureusement, on a été amené à mettre l'ensemble du personnel après la décision de l'état d'urgence sanitaire en chômage technique, en maintenant le salaire pendant le mois de mars et une partie du salaire pendant le mois d'avril, dans le cadre je dirais, de ce qui a été mis en place pour accompagner les entreprises et les salariés de ces entreprises par l'État.
Bien évidemment, ce qui était important pour nous, c'est de préserver dans un premier temps la ressource humaine qui est le capital le plus important pour les entreprises et bien évidemment d'utiliser les différents outils, aussi bien pour l'aspect sanitaire, donc tous les masques, les produits pour la protection, les équipements pour la protection, mais aussi les outils technologiques qui nous permettent de faire du télétravail et de la téléréunion. Par exemple, dans le cadre des activités de la CGM, on a tenu plusieurs réunions en visioconférence pour justement élaborer des propositions qui ont été ensuite proposées par la CGM au niveau de la commission de veille économique, le comité de veille économique qui élabore les outils d'appui aux entreprises dans le cadre de cette situation extrêmement particulière. Très bien, donc là, ça fait plus d'un mois et demi, on a un nouveau dispositif, une nouvelle organisation. Quelles sont les difficultés rencontrées? En particulier, j'aimerais vous interroger sur l'impact sur la solidarité, notamment par rapport à la Fondation marocaine de l'étudiant. Alors, les difficultés, effectivement, nous n'avons malheureusement pas l'habitude de faire du télétravail. Donc, le management à distance, c'est quelque chose d'assez nouveau pour les dirigeants et pour les collaborateurs également. Donc, ça, c'est une difficulté. Donc, l'apprentissage du management à distance. Bien évidemment, aussi la non-disponibilité de nos interlocuteurs, que ce soit qui ne sont pas toujours disponibles dans leur bureau et donc parce qu'ils sont soit au télétravail, soit par exemple dans le cadre des compagnies d'assurance, il y a la moitié du personnel qui travaille à chaque jour. Donc, on se retrouve donc avec des délais qui se rallongent quasiment, qui se multiplient par deux, parce qu'il n'y a que la moitié du personnel qui travaille. L'autre difficulté, alors vous l'avez évoqué au niveau de la Fondation marocaine de l'étudiant, bien évidemment, on a constaté un tarissement je dirais, des dons spontanés pour la Fondation marocaine de l'étudiant, parce que culturellement, nous au Maroc, on est très solidaires, on est extrêmement solidaires pour les états d'urgence, pour les situations dramatiques, quand il y a une personne qui est malade, ou quand il y a... Donc l'urgence, la notion d'urgence génère une émotion beaucoup plus importante, une mobilisation plus importante pour la solidarité. Former des médecins, qui est peut-être aussi important, bien évidemment, comme c'est une perspective plus long terme, ben, il y a très peu je dirais, très peu de sensibilité par rapport à ces thématiques long terme, malgré que, bien évidemment, l'impact de la Fondation marocaine de l'étudiant depuis maintenant presque 20 ans a été démontré et prouvé. Les personnes qu'on a accompagnées sortent complètement de la pauvreté et deviennent classe moyenne et tirent également leur famille totalement de la pauvreté et de la précarité. Mais c'est l'état d'esprit, c'est la culture, l'urgence, la famine, la maladie, c'est des choses qui touchent un plus grand nombre de personnes et donc qui sont plus facilement solidaires avec ces causes d'urgence, je dirais. Et c'est une tendance mondiale, hein, quand il y a des causes humanitaires, quand il y a une pandémie quelque part ou un tremblement de terre, il est plus facile de mobiliser les dons que pour mobiliser les dons dans la durée, pour construire des choses dans la durée. Ça, c'est tout à fait humain et tout à fait naturel. Donc, nous, au niveau de la Fondation, ben, on va devoir tenir compte de cela et ça va impacter certainement la capacité à prendre de nouveaux boursiers pour l'année prochaine. Pour les autres activités, bon, comme je vous dis, l'activité de run... Pardonnez-moi, juste une petite question parce que je vois quand même qu'il y a des actions vous essayez peut-être coup de poing, comme les bons solidaires, parce que j'allais vous dire, du coup, qu'est-ce que vous faites pour compenser cet écart au niveau de la fondation? Alors comme vous le savez, cette situation de crise pousse à l'innovation. Et donc, dans l'entreprise, bien sûr, il faut innover, trouver de nouvelles méthodes de travail. Ben, c'est la même chose qu'on a fait au niveau de la Fondation, où on a combiné en fait la préoccupation des chefs d'entreprise et particulièrement de ceux qui ont été complètement impactés, qui sont à l'arrêt, les restaurateurs, les shoppings en général, les spas et autres, qui sont complètement à l'arrêt. On a combiné cela avec le besoin de ressources financières pour la Fondation. Et donc, on a mis en place ce mécanisme de bons solidaires qui est un mécanisme en fait très simple. Ça permet aux chefs d'entreprise qui souhaitent avoir des clients très rapidement après le déconfinement d'offrir des bons d'achat. Et donc, il n'y a pas de transfert d'argent, pas de trésorerie, c'est juste des bons d'achat, un formulaire à remplir, de les offrir à la Fondation. La Fondation les met en vente auprès des consommateurs qui auraient envie d'aller chez ces commerçants après le déconfinement. Et l'argent collecté par cette vente sert à la Fondation. Et le commerçant, il va vendre plus parce que dans le bon d'achat, il y a un minimum
d'achat à faire pour pouvoir utiliser le bon par le consommateur. Voilà un peu la solidarité triangulaire qu'on a pu mettre en place. Donc à la fois une approche, je dirais, de com vraiment intelligente et solidaire pour les commerçants et un achat vraiment qui permet Ex d'aider de la part du consommateur. Exactement, c'est une opération de communication parce que les partenaires, ben, ils sont visibles sur la plateforme de vente de ces bons et ben, ils ne payent en fait la visibilité qu'au moment où il y a un consommateur qui vient en acheter bien plus que le bon d'achat lui-même. D'accord, très bien. Et pardon, vous parliez de la CGM quand je vous ai interrompu? Non, je disais qu'au niveau de la CGM, bien sûr, ça nous a amené à réfléchir de façon rapide sur quels sont les mécanismes qu'on pourrait proposer au gouvernement. Je parle au niveau de la Fédération Commerce et Services. Et donc, notre fédération, comme d'autres fédérations, ont fait leurs propositions et qui ont été portées par la CGM. Une fois qu'ils ont été agrégés et harmonisés, ils ont été portés par la CGM. Et j'avoue que la gouvernance de ce comité de veille économique, la qualité de cette gouvernance a permis d'apporter des solutions très rapidement et qui ont permis en fait aux populations touchées d'abord, mais également qui ont permis à certaines entreprises de pouvoir trouver des solutions de survie pendant cette période de crise qui est extrêmement forte. Absolument. Alors du coup, quels sont les enseignements, selon vous, de cette période inédite et quelle prise de conscience peut-être aujourd'hui à la lumière de ce vécu complètement nouveau? Ben, j'en tire en fait moi personnellement trois leçons. La première, c'est que l'être humain est capable de s'adapter à tous les contextes. Il peut démontrer une résistance extraordinaire pour épouser de nouvelles technologies ou pour épouser une nouvelle organisation, pour l'adapter, pour s'adapter à cette nouvelle organisation. Mais quand il est au taquet, ben, il s'adapte et il trouve les ressorts en interne pour pouvoir, en fin de compte, utiliser ce qu'on lui met à sa disposition à bon escient et en tirer profit. Donc la capacité d'adaptation de l'être humain et donc tous les modèles dont on parle quand on met en place du changement dans les organisations doivent être revisités à la lumière de cette expérience. Deuxième leçon, là c'est dans mon cadre de mon activité d'assurance, je considère que l'assurance en général elle est là justement quand il y a des moments de doute, des moments de drame, des moments de difficultés. On doit être à la disposition de nos clients. Alors, bien évidemment, ce que nous faisons, nous, au niveau d'Al-Khibra Assurance, à notre échelle, est certainement pas suffisant parce que nous devons nous appuyer également sur la capacité des compagnies d'assurance à adopter cette démarche et à s'inscrire dans une logique de solidarité avec les clients dans ce moment de solidarité, dans ce moment de crise où justement les clients ont besoin de leur compagnie d'assurance parce qu'ils ont l'habitude d'appeler leur compagnie d'assurance ou leur assureur quand ils ont une situation de crise ou une situation de drame. La troisième leçon, côté, je dirais, fondation, je me suis rendu compte qu'en fait, on peut aussi faire beaucoup d'innovation dans le domaine de l'entrepreneuriat social. On peut innover dans le sens où justement, parce que le fait d'être dans le confort des conventions, des donateurs réguliers, bien évidemment, c'est un confort, même si c'est dans l'entrepreneuriat social, mais le fait de se poser la question, de se dire peut-être qu'on n'aura pas ce confort, nous a poussé à faire de l'innovation. Et j'avoue que, quelque part aussi, je considère que l'action sociale et j'aime pas trop ce terme, la charité, pour moi, une fois qu'elle est organisée, donne beaucoup plus d'impact dans la société que quand elle est désorganisée. Voilà un peu le message que j'en tire. D'accord, c'est intéressant. Alors justement, quel après peut-on espérer on imagine que ce sera certainement le 20 mai qu'on va reprendre progressivement. Comment vous imaginez l'après, Hamid Boufdel? Alors, je pense que le 21 mai, il n'y aura pas de changement, ça sera comme le 19 mai. Juste, il n'y a pas grand changement. Par contre, bien sûr, l'être humain va intégrer progressivement et va devoir imaginer dans le temps les mécanismes qui lui permettent de tirer le son de cette crise. Ce n'est pas la première fois que l'humanité a eu des crises majeures. Bien sûr, c'est la première fois où cette crise est planétaire au même moment. Ça, oui, c'est une caractéristique unique. Sur le plan économique, ça va être une crise dont on n'a jamais vu la nature.
C'est une crise nouvelle qui va toucher l'offre et qui va toucher la demande et qui arrive à un moment où déjà les économies sont, on va dire, dans une situation pas très confortable. Par contre, la capacité d'innovation est à un niveau extrêmement élevé. Ça, on n'a jamais vu ça. Et donc, cette capacité d'innovation, on l'a vu au Maroc, on l'a vu dans d'autres pays, va permettre justement d'aborder les problématiques et les besoins de façon différente. Je vais prendre, bien sûr, on parle de la digitalisation. On a digitalisation des business, mais aussi digitalisation de l'administration. Là, on a vu en 2 mois des projets de digitalisation qui sont opérationnels alors que ça fait 10 ans qu'ils devaient l'être, ils n'ont pas pu l'être au niveau de l'administration. Ça Vous veut avez dire un qu'on est capable. exemple? Vous avez un Ben exemple? oui, bien sûr, on peut donner l'exemple, par exemple, du bureau d'ordre électronique, du bureau d'ordre digital. Vous n'avez plus besoin aujourd'hui, dans beaucoup d'administrations, de déposer votre courrier au bureau d'ordre physique. Vous pouvez le déposer de façon digitale. Il y a bien sûr tout ce qui est les autorisations de... bon, ça a été déjà enclenché, mais aujourd'hui, ça a été généralisé au niveau national, les autorisations de construire, les autorisations économiques. On doit aller beaucoup plus loin, particulièrement dans le domaine des autorisations médicales. On a vu là aujourd'hui que le goulot d'étranglement, pour un certain nombre de sujets, et les process administratifs liés à tout ce qui est équipements médicaux et dispositifs médicaux. Donc, on devrait également innover dans ce domaine-là. Et je pense qu'on a les ressorts pour le faire. Il y a peut-être un message, on va dire, un peu plus universel. Pour ma part, je considère qu'on va peut-être être un peu plus regardant, un peu plus bienveillant à l'égard des autres et à l'égard de la planète. Je pense que c'est vraiment cette bienveillance est quelque chose qui va nous, je pense et je l'espère, qui va nous caractériser quelque part vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la planète, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fin de compte, l'humanité entière est unique et que quelque part, ce qui touche un Chinois ou un Américain peut également nous toucher. Et ce qui touche quand on n'est pas bienveillant vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de notre planète, quelque part, on a un retour, un effet boomerang avec des conséquences dramatiques. Et selon vous, comment se préparer au mieux à ce nouveau paradigme qui nous attend? Je pense qu'il y a effectivement un certain nombre. Je ne vais pas utiliser le terme compétence, je vais utiliser plutôt le terme d'attitude ou de valeur. Plutôt, c'est des valeurs, effectivement. Je pense qu'il y a la valeur de la solidarité qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Il y a la valeur également de la sérénité, parce que prendre des décisions rapidement, mais dans la sérénité, en tenant compte de l'ensemble des paramètres. Et bien évidemment, la gestion de la complexité et la prise de décision dans un environnement flou vont devenir des compétences recherchées. Et je pense que on arrive à la limite peut-être d'un mode où on a toujours valorisé la prise de décision rationnelle et je suis ingénieur et je le dis en connaissance de cause, peut-être que les formations d'ingénieurs devraient s'enrichir davantage d'un peu plus d'humanité, parce que justement, la complexité ne peut pas se gérer dans une équation, elle ne peut pas se gérer dans un modèle, quel que soit son perfectionnement. Et donc, cette complexité et la prise de décision dans un environnement flou vont donner beaucoup plus d'importance justement aux compétences, aux soft skills, qu'on appelle les soft skills, aux valeurs humaines. Et l'histoire, par exemple, est une composante importante, parce qu'on se rend compte qu'on revit des situations qui ont déjà été, bien sûr, avec des dimensions différentes, avec des innovations, mais le fait de pouvoir donner plus d'importance aux sciences humaines, à la philosophie, à la société et les sciences sociales, les prises de décision quand on s'adresse à une population ne sont pas des prises de décision mécaniques, c'est des décisions qui doivent tenir compte également des interactions dans la société. Et donc tout cela va, à mon sens, en termes de paradigme de compétences et de formation, va peut-être apporter un regard nouveau, alors qu'on a décrié peut-être ces filières, peut-être que ces filières-là vont aussi avoir leur rôle. Bien évidemment, ça ne remet pas du tout en cause les filières techniques, les filières d'ingénierie, les filières d'intelligence artificielle et autres. Toutes ces filières-là vont se développer, mais en même temps, il va falloir aussi développer les filières, on va dire, sciences humaines de façon beaucoup plus importante.
Alors, c'est intéressant par rapport à ma question suivante. Du coup, quels nouveaux besoins pourrait-on voir émerger? Peut-être là, vous parliez de l'éducation, hein, notamment au niveau de la formation ingénieur, intégrer d'autres paramètres. Donc, peut-être en particulier au niveau de l'éducation, est-ce que vous verriez, et ces soft skills que vous évoquez, la capacité à prendre des décisions dans un monde de plus en plus flou, donc cette agilité, quels nouveaux besoins vous verriez émerger dans ce nouveau paradigme, justement? Ben, justement, c'est ce que, ben, en fait, je pense on va chercher de plus en plus des gens qui sont plus dans le doute que dans la certitude, Mhm. parce que justement, ils sont capables de gérer le doute. Parce que ceux qui sont dans la certitude, ben, en général, ils foncent. On va aussi en même temps chercher des gens qui vont prendre des décisions, donc ils vont foncer dans un sens malgré qu'ils sont dans le doute. Et Mhm. donc, c'est cette ambivalence Mhm. et on le voit d'ailleurs, on a le Maroc, par exemple, au niveau global, où nous avons pris des décisions euh, qui n'étaient pas du tout encore complètement affinées, mais il fallait les prendre et Mhm. après on verra. Et ça, je Absolument. pense, cette agilité, cette capacité à réagir dans un environnement, à prendre des décisions alors qu'on est dans un environnement flou, à gérer la complexité. Aujourd'hui, après le déconfinement, on va être amené à gérer une crise multidimensionnelle, une crise économique, une crise sociale, une crise de valeur aussi qui va s'afficher. Et donc, cette complexité, quelque part, va nous pousser à nous poser les bonnes questions. Quelque part, et je le dis, j'en suis convaincu, j'avais lu cette phrase il y a très très longtemps, et j'en suis convaincu de plus en plus, il est inutile de construire une cathédrale dans un désert. Quand vous avez construit une cathédrale architecturalement qui est magnifique, techniquement qui est géniale, mais c'est juste un désert, à quelque part, ça ne servira à rien. Et donc, il faut qu'on s'intéresse aussi à ceux qui nous entourent et peut-être répondre à leurs besoins et que quelque part, avoir, je dirais, cet affichage des signes de richesse extérieure un peu trop disproportionné est une valeur qu'on devrait remettre au placard pour justement remettre plutôt en valeur et afficher plus les valeurs de solidarité, les valeurs d'humilité, parce qu'encore une fois, on est tous sur la même barque et qu'on nous devons tous se mobiliser collectivement pour pouvoir trouver des solutions. Et la solution n'est pas obligatoirement chez ceux qui décident aujourd'hui, elle peut être chez ceux qui décideront demain. Absolument. Non, c'est intéressant. Est-ce qu'il y aurait d'autres nouveaux besoins que vous verriez émerger, que ce soit dans l'entreprise ou dans la société en général? Dans l'entreprise, je pense que les entreprises vont être de plus en plus, parce que bien évidemment, ben, il y en aura certainement des restructurations, et donc l'accompagnement de ces restructurations, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas eu au Maroc dans le passé, donc c'est quelque chose qui est nouveau, qui va apparaître, l'accompagnement des restructurations. Et quand je dis restructuration, c'est accompagner les personnes qui vont partir, mais aussi accompagner les personnes qui vont rester pour qu'ils continuent à être mobilisés, à être motivés pour pouvoir réaliser les objectifs de l'entreprise. Je pense aussi que pour les entreprises, ils vont être de plus en plus regardantes sur leur capacité à être agiles et à ne pas dépendre de canaux de distribution exclusifs. Et ça aussi, c'est quelque chose je pense, qui va de façon assez révolutionnaire impacter les réseaux de distribution que nous connaissons au Maroc. Je parle du réseau de distribution classique, le grossiste, le semi-grossiste. Là, on a vu que ce modèle-là n'est pas tenable parce que ça crée des zones, des goulots d'étranglement et des zones de risque. Et donc, il va falloir trouver des solutions de distribution beaucoup plus agiles. Dans la société, je pense que il faut qu'on s'intéresse de plus en plus à toutes ces personnes qui vont être, malheureusement, qui vont perdre leur boulot, qui vont perdre leur source de revenus, quelle que soit l'origine de leurs revenus, et que quelque part, ce que nous avons fait avec le fonds Covid-19, je pense qu'il va falloir qu'on trouve des mécanismes pour le financer dans la durée, pour justement apporter des réponses à cette population. Et en même temps, dans la société, on devrait valoriser davantage ceux qui nous ont, et quand je dis valoriser, c'est-à-dire leur donner le rang qu'ils méritent. Le personnel de santé, quel que soit son niveau,
le personnel de la sécurité, quel que soit son niveau, bien évidemment les enseignants, quel que soit ce qu'on peut dire à leur égard, ils ont quand même essayé, et je peux vous assurer que les mamans et les papas qui ont dû gérer la scolarité de leurs enfants pendant cette période ont compris enfin le rôle des enseignants, s'ils ne l'avaient pas compris avant. Donc les enseignants aussi. Donc ça veut dire que ces métiers-là, que quelque part la société en général dénigrait, elle valorisait plutôt les grands avocats, les grands notaires, les grands chefs d'entreprise, les startups technologiques. Bien sûr, tout ça est important, mais aussi ces métiers-là sont importants et je pense que nous avons plus besoin de ces métiers-là. Nous aurons plus besoin de ces métiers-là dans les années à venir. Merci beaucoup, Hamid Belfodel, pour cet éclairage vraiment multidimensionnel, je dirais. Est-ce qu'il y aurait un dernier élément que vous auriez souhaité partager avec nous ce matin? Deux messages. Prenez soin de vous, restez chez vous. Si même après le déconfinement, si vous pouvez gérer vos entreprises, si vous pouvez gérer votre activité de chez vous, faites-le encore pendant quelques temps. Je pense que ça, c'est un message important. Le deuxième message, c'est de toujours se dire, quelle que soit la situation dans laquelle on est, autour de nous, il y a des gens qui sont dans des situations encore plus difficiles. Nous devons penser à eux de temps en temps et pouvoir apporter les réponses un tant soit peu à leurs attentes pour les soulager leur misère ou leur donner de la perspective. Moi, je pousse plutôt pour aider ceux qui sont dans des difficultés, pour leur donner une perspective, pour leur ouvrir la possibilité de l'ascension sociale. Et c'est le credo de la Fondation marocaine de l'étudiant, l'ascension sociale. Absolument. Un très grand merci, Hamid Belfodel. J'espère à très bientôt de visu dans Merci notamment un infiniment. des événements toujours touchants et marquants organisés par la Fondation marocaine de l'étudiant. À très bientôt. Merci infiniment, Madame Suti. À très bientôt.